Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Yarrick. Bonjour. Alors on commence tout de suite cette émission avec le chiffre dramatique de la semaine. 20 millions, c'est le nombre de personnes menacées par la famine dans la Corne de l'Afrique. En effet, l'état de famine est déclaré au Soudan du Sud depuis 3 semaines déjà. Quant au Nigeria, à la Somalie et au Yémen, ils sont aujourd'hui gravement menacés. La vie de millions d'enfants, les premiers à mourir en cas de famine, est en péril. Alors les causes de ces catastrophes sont la sécheresse et bien sûr les guerres qui détruisent tout et déclenchent des mouvements massifs de population. On le sait, la faim, conséquence des conflits, est une arme de guerre et en aucun cas une fatalité. Alors ma question est un peu cynique. Quel serait l'intérêt des pays occidentaux à ce que cela cesse ? Nous vivons dans un monde commun. Tout ce qui se passe au sud de l'Union européenne, tout ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée nous concerne au premier chef. La famine et la misère, comme les probables conséquences du réchauffement climatique là-bas, auront des conséquences évidemment sur ces gens qui seront de plus en plus en difficulté. C'est le cas aujourd'hui, mais auront des conséquences ici parce que ça provoquera forcément des mouvements de population. Les gens ne supporteront pas, il n'y a pas un être humain qui peut supporter d'être dans des conditions où il est à l'asphyxie ou à la quasi-agonie. Donc nos peuples, les peuples dits du Nord, nous avons tout intérêt à être solidaires, à réclamer un plan urgent qui permette aujourd'hui au minimum de satisfaire les besoins alimentaires de ces enfants, les besoins en eau de ces enfants. Et ensuite, il faut développer une coopération, une recherche. Là où c'est la cause de la sécheresse, il faut examiner les conditions dans lesquelles on peut aujourd'hui trouver ou les aider à trouver de nouvelles plantes adaptées à leur tradition culinaire, de telle sorte qu'ils s'en sortent. D'autre part, il faut une diplomatie, il faut des actes pour ne pas laisser ces peuples s'entre-déchirer. Et troisièmement, on ne peut pas continuer les accords de libre-échange qu'on est en train de signer et qu'on est en train de préparer avec les pays d'Afrique de l'Ouest en ce moment même, qui conduiront à une domination de plus en plus grande des multinationales sur l'agriculture vivrière de ces peuples. Donc, et cette agriculture vivrière, entre nous soit dit, elle est en conflit avec nos propres cultures ici. Donc c'est totalement incohérent, c'est totalement absurde. C'est une autre cohérence, une cohérence progressiste qu'il faut mettre aujourd'hui dans les relations entre les pays, entre les peuples, mais c'est au peuple et à nous d'abord de nous mobiliser pour qu'on se sorte de ces affres. Retour en France où, malgré la création il y a pile 10 ans d'un droit au logement opposable, 4 millions de personnes sont sans abri ou sans domicile personnel. Le droit au logement opposable, le fameux DALO, permet aux personnes sans abri ou menacées d'expulsion qui en font la demande de bénéficier d'un logement décent. Il reste néanmoins très imparfaitement respecté puisqu'il y a 58 000 personnes prioritaires DALO en attente de relogement en France, dont près de 40 000 en région parisienne. Alors depuis le 27 janvier 2017, c'est tout récent, la loi Égalité et Citoyenneté permet la réquisition des logements vacants par les préfets, ce qui pourrait permettre de reloger les prioritaires DALO, sachant que la France compte 2,9 millions de logements vacants, dont 300 000 en Île-de-France et près de 100 000 à Paris. Alors, est-ce que les réquisitions constituent pour vous une solution de relogement satisfaisante et de quelle manière, à votre avis, les pouvoirs publics pourraient aborder la question du logement de manière plus structurelle ? La possibilité de réquisition, c'est déjà un premier pas positif sur lequel il faut s'appuyer. Mais on a toujours 30 000 enfants qui sont sans abri dans notre pays, 1 million de personnes qui n'ont pas leur logement personnel. Autrement dit, on viole notre propre constitution sur ce sujet comme sur d'autres questions qui touchent à nos vies personnelles. Parce que le droit au logement est un droit constitutionnel. Une société, notre République française, elle devrait créer les conditions pour que chacune et chacun ait son toit. Et il faudra prendre ce sujet à bras-le-corps et en faire une priorité. Parce que pour résorber
cette difficulté, cette contrainte qu'ont les gens aujourd'hui, il faut construire beaucoup. Moi, je ne sais pas techniquement combien de logements on peut construire par an, mais on voit bien, s'il faut offrir à 1 million de personnes un logement, il faut construire au moins pendant un quinquennat 200 000 logements dans l'année. Ce qui est peut-être beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut se donner cet objectif. D'autre part, il faut résorber tous les logements insalubres qu'on connaît. Il faut créer les conditions pour que des logements vides, il y a 300 000, je crois, logements vides non utilisés dans notre pays. Donc il faut prendre les dispositions juridiques, économiques pour les offrir, pour les rénover vraisemblablement, les mettre en état, mais les proposer à un certain nombre de gens. Donc autrement dit, il faut un vrai plan logement. Mais un plan logement qui permette à chacune et à chacun d'y accéder selon ses possibilités, selon ses moyens. C'est-à-dire, ceux qui peuvent accéder à la propriété, il ne faut pas être contre, mais il faut créer les conditions pour qu'on construise le logement et qu'ils y accèdent avec des crédits à taux raisonnables et des prix raisonnables. Et il faut permettre la location de logement, mais pareil, à un prix extrêmement raisonnable. Le prix du loyer aujourd'hui est trop important pour comparer aux revenus dont les gens, et pour qu'ils aient un logement adapté au nombre de personnes dans la famille, au nombre d'enfants, etc. Donc il y a un vaste chantier. Mais il faudrait le faire dans une perspective de transformation de la majorité vraisemblablement des logements que nous avons aujourd'hui. Il faut des logements économes en énergie. Et donc pour cela, il faut rénover considérablement, il faut faire un plan sur un certain nombre d'années, ville par ville, office par office, coopérative d'habitat par coopérative d'habitat, bailleur par bailleur, de telle sorte qu'on aide à la rénovation et donc à l'économie en énergie qui sera positive en général pour la société et le monde, mais qui sera également positive pour la famille qui se loge. Et en même temps, moi personnellement, je suis pour inclure ça dans une ville beaucoup plus verte qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est qu'il faut d'abord répartir les logements sur les territoires. En même temps, il faut répartir l'emploi sur les territoires. Il y a un problème entre transport et logement aujourd'hui qui crée de la fatigue, qui crée du stress. Il faut modifier ça. Et il faut de la verdure. Il faudra utiliser demain les toits pour faire de l'énergie, pour faire des petites fermes agricoles. Il faudra faire à la place aujourd'hui d'une densité telle que nous l'avons, il faudra inventer autre chose de telle sorte qu'il y ait des jardins en commun, qu'il y ait une autre ville à inventer, et qu'elles soient des grandes villes ou des petites villes, avec, je suis pour des fermes à l'intérieur aujourd'hui des cités. Alors c'est un projet de long terme, mais c'est vers cela qu'on devrait avancer, parce que ce serait bon pour la collectivité humaine et ce serait bon pour chacune et chacun des individus, dont les enfants. Je vous propose maintenant un retour sur la journée de mobilisation du 7 mars. À Paris, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé entre la place d'Enfer-Rochereau et le ministère de la Santé. Une forte affluence à mettre en rapport avec le ras-le-bol des personnels de santé fatigués de devoir toujours faire plus avec moins. Infirmiers, aides-soignants, assistantes sociales, éducateurs spécialisés avaient été rejoints par d'autres représentants des services publics pour dénoncer ensemble la dégradation de leurs conditions de travail, dont Catherine, infirmière en psychiatrie, témoigne. On l'écoute. Les premières infirmières, c'était des nonnes, c'est-à-dire qu'on ne les payait pas, on était là, on se donnait un don de soi, mais non, je veux dire, moi j'aime mon métier, mais j'ai besoin d'être soutenue déjà financièrement, on n'est pas payé. Moi ça fait à peu près 20 ans que je travaille et je gagne 2000 € net par mois, c'est-à-dire qu'on me paye 41 € par dimanche. C'est inadmissible, il faut revaloriser les salaires. Je pense que là, on est dans une grande souffrance. Alors c'est vrai qu'à chaque fois on demande du personnel, on ne parle jamais des salaires. Mais on est vraiment, on est sympa quand même dans le milieu hospitalier. Mais il y en a marre. Donc oui, nous ne sommes pas des nonnes. Alors on vient d'écouter donc Catherine, elle était parmi les nombreux manifestants. Quel pourrait être le poids de cette démonstration de force sur le gouvernement, et est-ce un message pour les candidats aux prochaines élections ?
vraisemblablement, et c'est tant mieux, parce que la campagne qui se déroule aujourd'hui contre les agents publics, c'est-à-dire ceux qui et celles qui chaque jour nous servent, à la poste, à l'hôpital, dans la rue avec les policiers, ceux qui balayent la rue, qui sont des agents publics de la commune ou parfois du département. Toute cette campagne-là est abominable, tendant à accréditer l'idée selon laquelle on ne peut plus aujourd'hui payer cela, c'est pas utile, et je ne parle pas de tous ceux qui les traitent de feignants et je ne sais d'autres qualificatifs. Et donc, la question d'avoir des agents publics, d'avoir des fonctions publiques d'État, des fonctions publiques territoriales, c'est indispensable pour nos propres vies. Sans eux, nous ne vivrions pas avec la qualité de vie que nous connaissons aujourd'hui, mais l'économie ne fonctionnerait pas non plus. Parce que c'est quand même bien le facteur qui poste le courrier de l'entreprise. C'est bien parce que la ville est propre que telle ou telle entreprise se trouve bien dans cette ville. C'est parce qu'il y a des gens qui nous conduisent dans des trams, dans des trains, qu'on peut se déplacer et que les villes ne sont pas asphyxiées de bouchons. Autrement dit, il faut faire cesser cette campagne. Et d'autre part, il faut arrêter de faire accréditer l'idée qu'un agent public est un chiffre à rayer sur un programme électoral. Tant qu'on raisonnera comme ça, on ne se trouvera dans une situation d'abord d'humiliation de la part de gens dont on ne reconnaît pas l'utilité du travail, et d'autre part, on grippera la société. Il ne faut pas croire que la privatisation à outrance, de faire de tout ça de la marchandisation, il ne faut pas croire que ça nous mettra à l'abri demain d'accidents extrêmement graves, comme on l'a vu ailleurs. Par conséquent, le débat n'est pas un débat pour faire des soustractions. Le débat, il est le suivant. Quelles conditions créons-nous, quel débat aussi créons-nous avec les agents publics, avec les usagers, avec les élus locaux, pour améliorer les services publics, pour moderniser les services publics, pour démocratiser les services publics, de telle sorte qu'ils soient une propriété citoyenne, c'est-à-dire qu'il y ait ce va-et-vient entre ceux qui assurent le service public, ceux qui en sont les usagers et évidemment les élus locaux comme les élus nationaux, de telle sorte que ça fonctionne mieux. Mais je répète, un agent de service public n'est pas un chiffre comme ça qu'il faudrait faire disparaître pour faire plaisir au marché financier, parce que le fond, il est là. C'est que si on réduit les crédits publics pour diminuer le nombre d'agents publics, c'est pour une seule raison, c'est que face au marché financier, on se déplace, quand on est ministre de l'économie, pour dire ben, vous avez vu, j'en ai rayé tant, et donc mon pays est plus solvable, et donc inscrivez-moi, faites-moi des prêts au taux que je vous demande. Eh bien ça, ce n'est pas la vie en société, ce n'est pas l'humanisme ou le progressisme tel qu'il faudrait aujourd'hui le développer dans une grande république comme la nôtre. La femme de la semaine, c'est Virginie. Elle exerce la profession d'ATSEM. Passionnée par son métier, cette jeune femme est agent territorial spécialisé des écoles maternelles ATSEM, donc dans une école d'Île-de-France. Chargée d'assister la maîtresse pour accueillir les enfants et leurs parents, elle aide à l'animation de la classe et prend en charge l'hygiène des jeunes élèves. Un rôle privilégié qui l'amène parfois à accompagner des enfants en situation de handicap, à réaliser seule des ateliers et à évaluer les enfants. Autant de missions qui relèvent de la psychologie, de l'animation et du soin, mais que le statut actuel des ATSEM ne prend pas en compte. C'est pourquoi elles ont formé le collectif ATSEM de France, dont la principale revendication serait de devenir agents territoriaux de catégorie B, ce qui acterait la reconnaissance de leurs compétences. Apparemment, comme nous l'explique Virginie, ce n'est pas gagné. Donc vous avez porté ces revendications de salaire, de reconnaissance surtout, auprès de la ministre de la fonction publique. Là, très récemment, il y a eu des manifestations. Oui. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme avancée ? Alors ça dépend comment on veut voir les avancées. C'est vrai, ce que je trouve triste et ce qui a été retenu, c'est plutôt la pénibilité du travail, c'est le reclassement,
et le rôle flou de l'ATSEM. C'est vrai que ça serait une belle avancée. Par contre, le reclassement, la pénibilité du travail, j'ai l'impression qu'il faut qu'on attende qu'on soit toutes cassées pour qu'on aille nous mettre au tri sélectif des mairies, qu'on nous reclasse ou... Enfin voilà, c'est pas... Quand on démarre un métier, c'est pas ça qu'on a envie de voir au bout, quoi. On a envie d'avoir plutôt les bonnes conditions de travail pour être là vraiment près des enfants et pas de se dire qu'il va falloir attendre peut-être un moment de sa carrière où on n'en peut plus, que là on va enfin nous écouter et qu'on va nous reclasser parce que le métier est d'une pénibilité. Mais c'est pas pour ça qu'on se bat. On se bat pour être reconnu pour le travail qu'on fait. Et le travail qu'on fait, il est très riche, il est varié, et on adore ce qu'on fait. Et on préfère être reconnu, en effet, en étant l'assistante du professeur que Madame Pipi. Voilà, tout le monde y gagne de toute façon, parce que les enfants, c'est vraiment le rôle que l'on a. Alors ce métier est à 99% féminin, et il est crucial, car ces femmes ont en charge les jeunes enfants durant leurs premières années de scolarité, qui, on le sait, sont déterminantes quant au rapport des élèves à l'école, donc à leur avenir. Alors comment expliquer qu'avec une telle responsabilité, elle soit si peu reconnue? C'est vrai qu'il y a une part soit de laisser aller, d'inconséquence, voire de mépris là-dedans. Parce que les ATSEM, c'est les compagnons, c'est les binômes de la maîtresse d'école, de l'institutrice. Et elles ont à s'occuper physiquement parfois d'enfants, mais pas seulement. Le matin, quand le petit, il est pas, ou la petite, elle a passé une mauvaise nuit, elle a des soucis, et il faut bien détecter comment l'insérer dans la journée avec les autres. Quand tel autre a une petite maladie, qu'il n'est pas bien, pareil, il faut détecter. Donc, elles sont pluridisciplinaires dans leur fonction. Il faut être psychologue, il faut être un peu médecin, il faut être un peu éducatrice, il faut, faire les soins quand c'est nécessaire, etc. Donc, ceci doit être reconnu et donc il faudrait rapidement prendre les dispositions pour les insérer. Elles demandent la catégorie B de la fonction publique territoriale. Je ne connais pas techniquement ce qui correspond à leur fonction exacte, mais en tout cas, il faudrait faire droit rapidement à cette fonction et revaloriser le travail. Parce que ce sont de vraies éducatrices. C'est plus que des nounous encore. C'est celui qui, ou celle qui complète un peu le travail de la maîtresse ou qui fait avec la maîtresse. On termine par une page d'histoire. On célèbre le centenaire de la Révolution russe. Et ce que l'on oublie trop souvent, c'est que tout a commencé avec les femmes. Le 23 février 1917, du calendrier grégorien, date correspondant au 8 mars de notre calendrier, les femmes ouvrières et ménagères défilent paisiblement à Pétrograd, la capitale russe de l'époque. Elles réclament du pain, la paix et la République. Un grand nombre d'ouvriers se mettent en grève et se joignent au défilé. Cette grande manifestation pacifique marquera le début de la fin du règne de Nicolas II. Alors ceci pose la question de l'effacement du rôle des femmes dans l'histoire. Est-ce qu'il y aurait un travail de réhabilitation de la gente féminine à faire? Et si oui, qui peut ou doit le faire? Est-ce les médias, l'école ou bien les hommes politiques? Un peu tout le monde, je crois. C'est vrai qu'il serait utile que des historiennes, des historiens, des académiciens travaillent à réhabiliter le rôle qu'ont joué les femmes dans l'histoire humaine en général, depuis l'Antiquité parfois, où elles sont cachées, plus proches de nous, des grandes femmes comme Clara Zetkin, Louise Michel, dont on commence à connaître le nom, mais un peu mis également de côté, de grandes poétesses, de grandes écrivaines. Je vois, il y a un livre qui sort ces jours-ci sur
la vie de Colette, mais les vies multiples, mais la vie diversifiée, y compris ses engagements de Colette, qui sont très peu connus au fond. Et donc, oui, tout ceci devrait être montré un peu plus qu'on le montre aujourd'hui, parce que c'est une œuvre d'éducation de telle sorte que dans nos sociétés patriarcales, dans nos sociétés où quand même il y a bien trop souvent rendu visible, non pas dans les rues, mais sur les écrans, des costumes gris et cravates tout aussi grises, avec des mines tout aussi sombres, ce serait une œuvre d'éducation, une œuvre qui nous permettrait vraisemblablement non seulement de nous connaître mieux, mais de faire comprendre que dans les combats pour l'émancipation humaine, toujours les femmes ont pris une part extrêmement importante. Pas seulement quand elles ont eu des responsabilités politiques, je répète, quand elles ont été parfois des écrivaines, quand elles ont été des peintres, quand elles ont été des scientifiques comme Marie Curie et d'autres encore. Et donc tout ceci devrait être montré, et c'est une tâche dont la République s'honorerait de s'atteler. Patrick Le Yarrick, c'est presque la fin de cette émission, ça devrait être la fin, mais il y a quelque chose qui m'intrigue depuis le début de l'émission, c'est que derrière vous, il y a une affiche dans votre bureau qui n'y était pas la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous la montrer et nous dire un mot de la personne qui se trouve sur cette affiche? Je vous présente un ami palestinien, Jamal Abouleil. C'est un ami, il est responsable des enfants dans le camp de Kalandia, en Palestine, et il est responsable de l'Office des réfugiés palestiniens. Et avec notre association de jumelage entre les villes françaises et les villes palestiniennes, qu'a créé mon ami décédé depuis maintenant près de 2 ans, Fernand Thuil, on a créé avec lui, on a quasiment jumelé tous les camps palestiniens, ceux qui sont à l'intérieur de la Palestine comme ceux qui sont à l'extérieur, au Liban, c'était le cas du camp syrien qui a été détruit par la guerre. On a fait ces jumelages pour aider les gens à vivre mieux, pour apporter de l'éducation aux enfants. Parfois, on a fait des opérations, un cartable pour chaque enfant des camps de réfugiés, il y a quelque temps de cela. Nous faisons avec la Fête de l'Humanité de la collecte d'instruments de musique que nous emmenons dans les camps. Nous initions avec nos amis en Palestine des enfants à la musique. Autrement dit, nous faisons beaucoup de choses. Mais voici que depuis bientôt 1 an, Jamal a été cueilli chez lui, sans raison, par l'armée israélienne. Et il était mis en détention préventive, et on vient de lui signifier dimanche dernier un changement de sa prison, on vient de le mettre au secret. Il était avec un journaliste palestinien, un ami journaliste palestinien qui lui aussi a été séparé de lui et a été mis dans une autre prison, Mohamed Kik. Et depuis, Jamal a décidé de se mettre en grève de la faim, ce qui, moi, me préoccupe beaucoup. Et nous n'avons pas d'explication sur les motifs de son arrestation, de sa mise en détention provisoire, qui est illégale au regard de la convention, de la 4e convention de Genève. Et donc j'ai saisi les institutions européennes pour qu'elles demandent des explications sur les raisons de son incarcération et de créer les conditions de sa libération, parce que je le considère comme un prisonnier politique. De surcroît, ceux qui nous disent qu'ils cherchent la paix nous mentent, puisque avoir arrêté cet homme qui est responsable de l'Office des réfugiés, c'est exactement créer les conditions d'une déstabilisation dans les camps de réfugiés, et avec des conséquences qu'on ne connaît pas à l'intérieur de la Palestine et peut-être aussi vis-à-vis des forces de l'armée israélienne. Par conséquent, nous avons décidé
de lancer une campagne où on va populariser son visage et son nom avec des affiches, avec des petites pancartes, de telle sorte que son nom soit connu et qu'on libère sans délai, que les autorités israéliennes libèrent sans délai Jamal. Car moi je connais personnellement cet homme, qui est un homme généreux, un homme cultivé, un homme dévoué aux autres, un homme qui est venu régulièrement ici à notre invitation, au siège de l'Humanité, à la fête de l'Humanité quasiment chaque fois, et je ne peux pas supporter la situation qui est le fait aujourd'hui, et je vais le crier, et nous allons être nombreux avec les maires des villes qui font les jumelages, mais d'autres élus, nous allons être nombreux à le crier de telle sorte qu'il y ait la liberté pour Jamal, comme tous les prisonniers politiques palestiniens, dont Marwan Barghouti. Merci beaucoup Patrick Le Yarrick. Et si je puis me permettre juste un petit mot, saluer aussi notre amie Isabelle Dorjman. On réhabilite les femmes. C'était la compagne de Ferment-Huile que vous avez citée tout à l'heure et qui poursuit son action et qui est très peinée de ce que vous venez de dire. Tout à fait. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.